Et voilà, on y est. C'est la dernière table ronde de cette matinée. Et j'espère que vous êtes encore avec nous. En tout cas, vous allez voir, ça valait le coup. Blockchain, NFT, métaverse, Web3. Quelques mots qu'on comprend tous et c'est faux. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé là de complètement lâcher les rênes avec Jérôme, pour essayer de comprendre concrètement quelles sont les promesses de ces futures tendances qu'on comprend tous très bien, qui ne sont pas du tout futuristes. On va complètement donner les clés de cette table ronde à Anka, qui nous fait l'honneur de l'animer et de nous expliquer, de nous rendre tout ça clair surtout. Merci. Bienvenue Anka. Merci beaucoup. Alors effectivement, avant d'échanger sur ces termes que beaucoup de personnes ont entendus mais que peu de personnes ont compris, une petite mise en contexte pour expliquer un petit peu ce que c'est que le Web 3. Alors pour comprendre le 3, il faut comprendre le 1 et le 2 forcément. Le Web 1, ça a été le Web du début, le Web des années 90, celui qui était statique, c'est-à-dire qu'on pouvait consulter de l'information sur Internet, on pouvait la lire, on pouvait la chercher, mais ça n'allait pas plus loin. Après, on a eu le Web 2, c'est le Web qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Web qu'on appelle participatif. C'est celui des réseaux sociaux principalement. On crée des contenus, on recherche l'information en ligne et on contribue à ce Web. Le problème du Web 2, en tout cas celui qui est souligné par ceux qui ont inventé le Web 3, c'est de dire que toute la valeur et toutes les données qui sont conçues sur le Web entrent dans les mains de certains acteurs centralisateurs, typiquement les grandes entreprises de la tech que l'on connaît tous. Et donc, en 2014, s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer le web pour faire exactement la même chose, mais sans passer par ces acteurs centralisateurs? En d'autres termes, faire un Facebook sans Facebook, faire un Google sans Google, en tout cas faire des réseaux décentralisés, pair à pair, où les utilisateurs interagissent entre eux, et surtout, dans lequel les utilisateurs se partagent eux-mêmes la valeur et concentrent eux-mêmes leurs propres données. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on en est aujourd'hui à la pratique, en tout cas à un début de pratique. Et donc, une des premières questions que je vais adresser à nos invités, et à toi, David, en particulier, c'est de dire qu'aujourd'hui, le Web 3, c'est un web qui se veut donc décentralisé. Et pourtant, vous avez certainement entendu parler de technologies comme la blockchain, les NFT et le métavers. Et d'ailleurs, en parlant de ce dernier, le plus gros acteur aujourd'hui du métavers, en tout cas celui dont on a tous entendu parler, c'est Meta. Alors, est-ce que c'est une contradiction dans les termes? C'est la question que je t'adresse, David. Merci, Anka. Effectivement, par rapport à la vision du Web 3 qui finalement est une prise de conscience quant à la problématique de mise à disposition, partage de nos données auprès de plateformes qui sont aujourd'hui détenues par une dizaine de géants de la technologie, essentiellement américains et chinois. Cette prise de conscience doit s'accompagner de technologies qui permettent véritablement de décentraliser le pouvoir autour de l'utilisation, de la valorisation de ces données. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle avec Meta, mais avec tous les géants finalement du Web 2, c'est qu'on est toujours dans une stratégie de concentration du pouvoir, et donc c'est antinomique avec la vision du Web 3. Tim Berners-Lee en a fait mention, travaille actuellement sur une implémentation de ce nouvel Internet décentralisé, alors plutôt nouveau Web décentralisé qu'Internet, puisque Internet est décentralisé par nature, avec Solid. Et finalement, tous les travaux qui ont été engagés ces derniers temps et l'avènement de la blockchain que l'on a connu premièrement par les crypto-monnaies, nous amènent à des solutions techniques pour avoir toujours des services. Facebook peut rester Facebook, mais s'appuyant sur des technologies décentralisées. La blockchain est un formidable protocole qui permet de décentraliser ce pouvoir et de redonner finalement le pouvoir aux utilisateurs, aux patients, aux personnes dont sont issues les données. Alors justement, en parlant de blockchain, c'est vrai que le terme Web3 est apparu en 2014 dans cette communauté de personnes qui travaillent autour de la blockchain, de la crypto. Et pendant longtemps, on s'est posé la question quels sont les usages en santé. Il y a eu quelques expérimentations et puis assez rapidement, on a eu tendance à dire finalement dans la santé c'est un peu compliqué, on ne voit pas vraiment à quoi ça sert, on ne voit pas vraiment comment ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de votre présence aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a des choses très concrètes qui ont lieu. Nisri, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites chez Dr Data? Tu l'as très bien dit, la blockchain en santé, c'est un peu comme le sexe. Beaucoup en parlent, très peu de personnes en font réellement.
en tout cas en France. Maintenant que j'ai attiré votre attention. Donc nous, chez Docteur Data, c'est simple, notre premier métier, c'est déléguer à la protection des données. Donc on intervient dans la protection des données de santé. Et forcément, quand on est dans ce type de projet-là, autour des data, on est tout de suite amené à traiter de ce qu'on appelle la valorisation des données de santé. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas de la monétisation. J'ai entendu tout à l'heure, il faut utiliser les données pour la recherche, pour plein de choses. Et donc, quand on fait ça, effectivement, quand vous êtes un patient et que vous allez dans un hôpital pour passer un examen d'IRM, vous ne savez pas que votre image médicale va être utilisée pour un algorithme d'une belle start-up française, américaine ou autre chose. Vous n'avez même pas idée qu'elle a une seconde vie. Et donc ça, c'est important. Et nous, c'était le premier point clé. Tu parlais de NFT, de token et tout ça. Donc, effectivement, on peut imaginer des choses pour rémunérer le patient, mais on n'en est même pas là. Il n'est même pas au courant. Et donc, notre point d'accroche, c'était de rendre ça plus transparent, plus éthique, et avec plus de confiance finalement quand on rend ça plus transparent. Et aujourd'hui, quand vous parlez au patient et que vous lui expliquez que ces données ont de la valeur pour la recherche, ont de la valeur pour la maladie qu'il a ou pour d'autres personnes de sa famille qui ont la même maladie ou qui sont susceptibles de l'avoir, il va la partager de façon vraiment libre, je parlais plutôt de liberté ou de pouvoir, et sans même demander quoi que ce soit. Tant qu'on lui présente ça simplement, de transparence et avec les garanties. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Et donc, on gère ce qu'on appelle le e-consentement, qui est le gros mot en général, mais on gère l'opt-in et l'opt-out, donc le consentement et la non-opposition. Et en premier lieu, on l'a fait pour tout ce qui est réutilisation de données de santé, des entrepôts de données de santé, où on nous a dit très clairement que c'était impossible d'informer 2000 patients, parce qu'il y a un effort disproportionné. Puis clairement, Nesrine, tu comprends, c'est beaucoup. Je fais donc 1999 patients, ça passe. Et donc, très mathématiquement, c'est de l'absurdité, mais voilà, on nous a dit que ce n'était pas possible. On dit, OK, on va le faire, on est quand même au 21e siècle, il y a plein de choses qui existent. Et moi, je crois sincèrement que quand on veut changer le monde, il faut changer d'outils. Et pour moi, la blockchain en fait partie. Résultat des courses, on s'est vraiment focus sur l'usage. Donc, comment on doit informer le patient, comment l'information doit être la plus transparente, comment elle doit lui arriver directement dans son consent store. Donc ça, voilà, le marketing est passé par là, dans son consent store, et pour qu'il puisse justement dire oui, non aux soins, à la réutilisation de données, à un essai clinique, avec tout le package réglementaire que tout cela emporte, hein, Code de la santé publique, les lois de base, et en mettant cette petite couche de tech qui ne nous voit pas en premier lieu, mais qui est là, qui met tout le monde sur la même longueur d'onde. Tout le monde, de façon équitable, a la même information et a le même pouvoir dessus. Et donc nous, c'était très important qu'on le fasse, même si on s'appelle Docteur Data et qu'on n'est pas censé faire des choses mal avec les données, par principe, la technologie vient en plus remettre une couche là-dessus. Merci Nesrine. Alors peut-être un deuxième aussi cas d'usage pour illustrer l'utilisation de la blockchain. David, tu as participé à un projet européen qui s'appelle My Health, My Data, qui a justement fait usage de cette technologie avec un prisme de protection des données des citoyens et d'empowerment quelque part des citoyens sur l'utilisation de leurs données de santé. Ce projet a été implémenté dans des hôpitaux. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur l'accueil de ce type de solution ? Oui. Alors c'était un projet que l'on a mené de 2016 à 2020 qui a donné lieu à un pilote au niveau européen. Donc BeWise était en charge du développement de la fourniture de la blockchain. Et l'objectif pour nous, ça a été de créer la première plateforme compatible avec le règlement général de protection de données au niveau européen qui permette aux hôpitaux de mettre à disposition, selon le consentement des patients, des données à destination de la recherche dans un premier temps et par la suite vers d'autres usages par des professionnels du traitement. C'est ce qu'on voit un petit peu à l'écran avec l'application mobile qui a été développée pour justement permettre aux patients de reprendre le pouvoir sur ces données en indiquant les conditions de consentement, la typologie de recherche associée auquel ils consentaient. Et finalement, avec cette expérimentation, on a démontré deux choses. La première, c'est que la blockchain est un protocole vraiment intéressant pour organiser toutes les transactions dans un écosystème digital. Donc ça nous a permis de constituer un registre au sens RGPD automatisé. Ce registre, bon, je simplifie parce qu'il a été travaillé de manière cryptographique, de manière à être anonyme, c'est-à-dire que le registre ne permet pas de remonter aux patients, mais permet d'organiser et de tracer toute transaction. Donc ça, c'était le premier verrou technologique que l'on a levé dans ce projet. Le deuxième, c'est qu'on a entamé la traduction des droits individuels du RGPD, puisque le RGPD introduit une notion fondamentale, finalement, dans la gestion des données,
personnelles, c'est l'autodétermination informationnelle. C'est-à-dire, je reprends le pouvoir sur mes données. Et donc, il y a une batterie de droits dans le RGPD, droit d'accès, modification, suppression, droit à l'oubli, droit à la portabilité, que l'on a pu, pour partie, traduire en contrat intelligent ou en application décentralisée, distribuée sur la blockchain, pour que ces droits puissent être appliqués ou demandés par l'utilisateur, par le patient, et que la bonne exécution de ces droits soit tracée, documentée avec la preuve numérique. Et c'est ce qui a donné lieu ensuite à l'industrialisation dans des produits, notamment chez Almeris avec Ma Vie Numérique, qui aujourd'hui est équipé de cette technologie. Merci David. Alors j'ai failli à toutes mes responsabilités. Je ne vous ai pas présenté, je suis absolument désolée. David, je le rappelle, David Mancé, donc CEO de BeWise Research, et Nesrine qui est CEO de Dr Data. Et justement, Nesrine, je me retourne vers toi parce qu'on parle beaucoup du fait d'utiliser la blockchain et ces technologies du Web3 pour permettre aux patients d'avoir plus de contrôle ou une meilleure visibilité sur l'utilisation des données. On a aussi entendu parler des NFT. Pour répondre à cet enjeu, est-ce que très brièvement, tu peux nous dire ce que c'est qu'un NFT et est-ce que si réellement ça répond à ce besoin-là? Il y a eu des tentatives dans le domaine de la donnée de santé autour de la notion de rémunération, la notion de propriété. En fait, finalement, ça relève tous ces débats-là qui sont plus ou moins actés en France et en Europe, où la personne n'est pas propriétaire au sens juridique de ces données. Donc c'est très difficile pour elle de pouvoir demain détenir un titre de propriété quelconque, d'ailleurs un NFT ou autre chose, et pouvoir les vendre ou les mettre sous licence, des choses comme ça. Aujourd'hui en Europe c'est pas le cas, c'est pas possible. En revanche, nous sur la trentaine de sites hospitaliers en France qui utilisent notre solution et qui utilisent déjà de la blockchain, pour certains l'ont su après coup, on va dire que pour eux le plus important c'est que les patients se connectent, surtout quand on est sur de l'opt-out. Donc la non-opposition, et qui répondent. Et donc nous, on a, je crois, 0,1% d'opposition sur tous les patients qu'on a informés. Et il y a même des patients qui se connectent et qui viennent quand même dire oui, alors qu'ils peuvent juste ne rien dire et ça sera OK. Donc ça, c'est important et je pense que c'est ce switch-là qu'ils essayent d'avoir plutôt que d'aller chercher, poser la question du titre de la propriété via les NFT. Et encore une fois, c'est une liberté en fait qu'on laisse aux patients. Donc voilà, donc ça, je dirais que ça peut peut-être venir, c'est le cas aux États-Unis, il y a des choses qui se font avec les NFT. En France et en Europe, je pense qu'on a une petite base déjà à construire, éduquer les personnes, créer plus un environnement vertueux, de confiance. Et demain, peut-être que ce vrai débat, quand les gens auront la main sur les données, pourra peut-être se poser. Merci beaucoup Nesrine. Peut-être un mot de conclusion pour dire que finalement, le nom de cette table ronde est une série de buzzwords, mais finalement ce qu'on retient, c'est qu'au-delà de ces buzzwords, ce sont les usages concrets aujourd'hui qui sont implémentés et qui ont du sens, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour les patients. Donc finalement, c'est bien là qu'on voit qu'une technologie a atteint sa maturité, c'est quand finalement on oublie d'en parler et qu'on se concentre surtout sur les usages. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à tous les trois. Et merci à Anka surtout merci également. On aurait dû faire ça depuis le début. Oui, en fait, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous. Donc, merci encore, Anka. Vassigna, le mot de la fin pour vous. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre présence. Merci Jérôme et toutes les équipes d'Interaction Healthcare pour la préparation. Merci à chacune et chacun de nos intervenants pour le travail. Et oui. Vous travaillez avant. Oui, parce que je pense que c'est important, en fait, derrière toute l'image que vous avez pu avoir, eh bien, c'est comme tu l'as dit, Vassigna, on peut se tutoyer maintenant à la fin de cette émission. En fait, en vrai, on se tutoie. Voilà, mais vous voyez, on l'a fait jusqu'au bout. Et donc voilà, vous remerciez tous. Merci bien sûr tous les intervenants, comme tu l'as dit, mais également aussi l'ensemble des participants ici. Également tous les partenaires, vous les voyez, on ne va pas tous les citer, mais c'est hyper important parce que pour pouvoir vous offrir cet événement, il faut pouvoir avoir ces soutiens. Remercier l'équipe de Future for Care parce qu'à chaque fois, on choisit un lieu emblématique. Et là, c'était encore un très beau choix. On va bien sûr passer les mois à venir pour choisir l'édition 2024. Je voulais également remercier toute l'équipe technique parce que vous avez eu une belle réalisation et ça, c'est hyper important pour bien sûr leur professionnalisme. Et puis bien sûr, à ma formidable équipe de Interaction Healthcare parce qu'on voilà, on nous voit beaucoup et bien dans le cadre de ces missions, mais il y a beaucoup d'éléments derrière qui sont faits par l'équipe. Je les cite très rapidement parce qu'ils le méritent très fortement.
également Anne, Joséphine, Daniel, Nathalie, Amélie, Léa, Anaël, Nicolas, Damien, Clément, Cyril et plein d'autres de leurs collègues qui sont présents. Donc encore un grand merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Et surtout, bon appétit. Merci à tous.